Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole au leader de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. La Coalition Avenir Québec forme le gouvernement depuis déjà quelques mois et on peut d'ores et déjà dégager, je dirais, certains constats. D'abord, il y a un empressement, une énergie à vouloir aller de l'avant et réaliser certains engagements électoraux qui ont été pris dans le passé, mais pas tous, M. le Président, certains. Il y a un autre constat qui s'impose de plus en plus, c'est une impression d'une hésitation que le premier ministre, certains ministres ont de la difficulté à trancher, à assumer les pouvoirs, les moyens, les outils qui sont à leur disposition pour régler des questions qui ne doivent pas attendre ou, je vois là, un manque de volonté. J'en viens à un dossier où le temps presse, où attendre ou retarder inutilement peut nuire au projet, c'est le dossier du transport structurant ici à Québec. C'est un projet... Monsieur le Président, qui est emballant, qui est appuyé par la communauté, qui nous amènerait à être en rupture sur nos façons de se déplacer. C'est le projet d'infrastructure le plus important de l'histoire de notre capitale nationale. Ma première question pour le premier ministre, va-t-il concrètement, par des gestes, appuyer ce projet dans les prochaines semaines? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, le projet de transport structurant à Québec, c'est un beau projet. C'est un projet emballant, un projet de 3 milliards de dollars. Le gouvernement du Québec, puis avant ça, la CAQ, on s'est engagé à investir 60 %, donc 1,8 milliard dans ce projet. Et depuis le début, on demande au gouvernement fédéral de fournir 40 %, donc 1,2 milliard. Le gouvernement fédéral a un fonds pour le transport en commun, mais veut seulement donner 400 millions. Donc, il manque 800 millions. Dans le budget, il y a 2 jours, le gouvernement fédéral a créé un nouveau fonds pour l'ensemble des municipalités en ajoutant 500 millions de dollars. Bien, il y a 2 problèmes. Premier problème, même si on utilisait 500 millions, il manque toujours 300 millions. Deuxièmement, est-ce qu'on va dire à l'ensemble des municipalités du Québec que le 500 millions va aller à une seule municipalité? Je pense qu'on doit continuer à avoir des discussions avec le gouvernement fédéral et je compte sur le leader du Parti libéral pour nous appuyer pour aller chercher notre argent, notre part pour le transport en commun du gouvernement fédéral. Première complémentaire, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Oui, Monsieur le Président, d'abord, j'apprécie que le premier ministre prenne la question parce que c'est de la capitale nationale dont il est question. Il est vrai qu'il y a des fonds du fédéral. C'est peut-être le modèle de financement qui est imparfait, j'en conviens. Et je suis d'accord avec lui qu'il faut faire les démarches pour obtenir davantage et le maximum. Mais une chose est certaine, Monsieur le Président, c'est que nous sommes actuellement à un moment où si on ne fait rien, si le Québec n'agit pas à l'intérieur des programmes qui sont devant lui, on peut mettre en péril ce projet. La question pour le premier ministre, veut-il jouer à la roulette russe avec le projet? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, le gouvernement du Québec s'engage déjà à financer 60 % du projet, donc 1,8 milliard sur 3 milliards. Je veux bien comprendre la suggestion du Parti libéral. Est-ce que le Parti libéral est en train de nous dire qu'on devrait accepter la mauvaise réponse du gouvernement fédéral et ajouter de l'argent du gouvernement du Québec aux 1,8 milliard? Je veux juste bien comprendre ce qu'il nous propose. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, la situation, c'est la suivante, c'est que le gouvernement du Québec, et j'en doute pas, va faire sa part. Le gouvernement fédéral a choisi, par un moyen qui n'est pas celui qu'il souhaitait, de rendre l'argent disponible et s'il priorise, le projet pourra aller de l'avant rapidement. La question qui se pose, Monsieur le Président, et elle est dans la population, est-ce que le gouvernement ne souhaite pas plutôt, et ce serait malheureux, de rendre ce projet-là tellement difficile qu'il pourra qu'en réaliser un seul, celui du 3e lien routier? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, le gouvernement fédéral nous dit, dans son budget il y a 2 jours, on crée un nouveau fonds de 500 millions pour l'ensemble des municipalités du Québec. Est-ce que le leader de l'opposition officielle est en train de nous dire qu'on devrait dire à l'ensemble des municipalités du Québec, vous n'aurez pas un sou de ce 500 millions, on va tout le mettre à Québec? Première question. Deuxième question, où prend-on le 300 millions qui manquent? Je veux juste bien comprendre, là, est-ce que le Parti libéral veut encore une fois
qu'on s'écrase devant le gouvernement fédéral En terminant. et qu'on paye une plus grande partie du projet. Je veux bien comprendre la proposition. Question principale, Monsieur le député de Pontiac. Merci, M. le Président. Plus tôt cette semaine, on a parlé du bris de service en chirurgie à l'hôpital de la Sarre. Bien, c'est aujourd'hui que ça commence, M. le Président. Si vous avez un accident à la Sarre et que vous avez besoin de chirurgie urgente, bien, espérons qu'il fasse beau en Abitibi parce que vous allez devoir prendre la route d'urgence pour Rouen. Et malheureusement, les gens de la Sarre ne sont pas les seuls. À partir de demain et pour une semaine, il n'y aura pas de chirurgien à l'Apocatière. Toutes les situations urgentes, tous les accouchements, tout le monde à Rivière-du-Loup. Et à l'Apocatière, M. le Président, c'est la deuxième fois que ça arrive, juste au mois de mars. La semaine dernière, c'était une semaine complète à Maniwaki. Et pour eux, c'est la 5e fois depuis l'arrivée de la CAQ. La semaine d'avant, c'était chez nous à Charville. Assez, c'est assez, M. le Président. Il est temps que la ministre agisse. Mais je vous gage un petit 2, M. le Président, que plutôt que nous parler de solutions, la ministre va nous dire qu'elle est préoccupée, puis ensuite, elle va blâmer une centralisation, elle va s'attaquer aux réformes du passé, mais pourtant, elle a tous les leviers à sa disposition, tous les outils en place pour qu'il n'y ait plus de bris de service en région. Qu'est-ce qu'elle attend pour les utiliser? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Oui, Monsieur le Président, nous sommes actuellement à pied d'œuvre pour régler ces problématiques dans les régions. Et d'ailleurs, j'ai une rencontre cet après-midi avec des élus d'Abitibi-Ouest pour échanger avec eux et pour leur traduire les solutions concrètes que nous sommes à même d'apporter à la problématique en obstétrique, gynécologie, à la Sarre. Nous sommes un gouvernement qui agit et nous avons agi promptement dans cette situation. Il y a des infirmières qui sont actuellement en formation et qui pourront prêter main forte très rapidement dans les prochaines semaines pour ouvrir le service de gynéco-obstétrique le plus rapidement possible à la Sarre et pour que les personnes, évidemment les femmes enceintes, puissent y accoucher. Entre-temps, il y a des mesures de sécurité. Les intervenants vraiment les assurent. On a ajouté une ambulance pour nous assurer que les services sont au rendez-vous et que ces femmes accouchent en toute sécurité. Nous agissons. Première complémentaire, Monsieur le député de Pontiac. Président, on ne parle pas d'obstétrique, on parle de chirurgie. Si la ministre de la Santé voulait régler la situation, si elle voulait assurer un service de chirurgie en région, Monsieur le Président, elle a une panoplie d'options. Elle peut utiliser la loi 130, elle peut utiliser l'entente avec les médecins spécialistes. Monsieur le Président, la ministre a tous les pouvoirs politiques, les pouvoirs juridiques, les pouvoirs réglementaires pour que les bris de service en région, ce soit fini. Mais pour ça, elle doit assumer ses responsabilités. Pourquoi, pour qui, pour quel lobby elle ne le fait pas? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Bien, Monsieur le Président, nous allons régler un dossier sous peu qui n'a pas été réglé sous la gouverne de l'ancien, oui, je vais le dire encore, de l'ancien gouvernement. La Fédération des médecins spécialistes du Québec, responsable de la couverture de la chirurgie, entre autres, en région et à travers tout le Québec, est sur le point de signer une entente avec l'Association des chirurgiens, ce qui est une excellente nouvelle, qui n'a pas été fait dans la dernière année et qui va se faire maintenant. Donc, dans les prochains jours, nous aurons à ce moment-là la possibilité d'avoir des couvertures plus, évidemment, assurées au niveau des chirurgies à travers le Québec. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Pontiac. Président, nous aurons la possibilité. Monsieur le Président, la loi 130, là, c'est un gros bouton rouge, that was easy. Elle pèse dessus, puis c'est fini les bris de service. D'ailleurs, même le député de Lévis le disait à propos de la loi 130, et je le cite, « Ça permet de faire en sorte qu'on évite des ruptures ou des bris de service quand on a besoin de spécialistes, notamment en région. » Monsieur le Président, comprenez-vous pourquoi la ministre ignore l'avis très pertinent du député de Lévis? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Eh bien, gardez-vous, c'est la culture du bâton, hein? C'est la culture du bâton qui a eu lieu dans les 4 dernières années. On sait qu'est-ce que ça a donné, la démobilisation des médecins, la non-collaboration. Nous, on croit à la collaboration. Les médecins spécialistes, comme les médecins de famille, ont une responsabilité sociale et morale de voir au service à la population du Québec. Et avec la signature de l'entente en chirurgie, nous sommes confiants que ces bris disparaîtront au Québec
Alors, nous agissons en collaboration avec la Fédération des médecins spécialistes, qui a une responsabilité importante dans ce dossier. Question principale, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci, Monsieur le Président. Alors, pour faire fonctionner le Parlement, il est essentiel d'avoir des informations qui sont pertinentes, factuelles, pour prendre de bonnes décisions. Et je dois reconnaître, Monsieur le Président, que j'ai de la difficulté à suivre le ministre de l'Immigration. Dans l'exemple hier, le ministre a clairement refusé de fournir des informations qui ont toujours été disponibles auparavant. En 2018, comme pour toutes les années antérieures, on connaissait la provenance des gens qui souhaitaient s'installer ici sur notre territoire. On savait que 37 % venaient de l'Afrique, 9 % de l'Amérique, 25 % de l'Europe, 29 % de l'Asie. Cette information, elle est pertinente pour bien comprendre d'où viennent les personnes et comprendre les tendances. Mais le ministre, de manière unilatérale, a décidé de ne pas fournir ces informations. Dans le dossier soumis à Arima, c'est devant la Cour que nous avons appris que seulement 400 dossiers seraient traités en 2019. En procédant de cette manière, le ministre entretient la méfiance, il semble vouloir faire les choses dans le comité restreint et, clairement, il ne joue pas à visière levée. Pourquoi, Monsieur le Président? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, j'ai de la misère à suivre la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne sur ce sujet-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'avec le nouveau système qu'on souhaite utiliser, le système Arima, qui a été mis en place par ma prédécesseur avec le projet de loi 77 en 2016 et qui est entré en vigueur en 2018, ce qui est important, c'est pas d'où vous venez. C'est pas quelle langue vous parlez. Peu importe la région du monde où vous venez, on ne vous sélectionnera pas en fonction de votre pays de provenance, en fonction du bassin géographique d'où vous venez. On va vous sélectionner en fonction de votre talent, de vos compétences, de votre expérience en matière du marché du travail. On ne vous sélectionnera pas en fonction du continent duquel vous venez. Nous, ce qu'on va s'assurer de faire, là, c'est de vous donner les outils à partir de l'étranger, que vous veniez d'Europe, d'Afrique, d'Amérique du Sud, que vous veniez de l'Océanie, que vous veniez d'Asie. Pour nous, ce n'est pas important. Ce qu'on veut, c'est le talent des gens qui viennent au Québec enrichir la société québécoise. On ne veut pas faire de discrimination des gens fondée sur la provenance du monde entier. Est-ce que c'est ce que la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne nous invite à faire? Sélectionner les gens en fonction de leur provenance du globe? Nous, on est ouverts. C'est pas ça qu'on veut faire du côté du gouvernement ici. Première complémentaire, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Monsieur le Président, ceci n'est qu'un exemple. Il y a des données qu'il refuse de partager. La question que je viens de poser en matière de transparence s'applique également à d'autres choses, notamment le traitement des 18 000 dossiers. Depuis le 4 mars, le ministre est tenu de traiter ces dossiers. Combien a-t-il traité à ce jour? 50? 500? 5 000? Est-ce que le ministre s'engage à fournir l'état d'avancement du traitement de ces dossiers? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, je veux revenir sur la question de la députée auquel elle n'a pas répondu. Est-ce que pour elle, avec le nouveau système de déclaration Arima, elle souhaite que les gens soient sélectionnés en fonction des différentes régions du monde? Est-ce que pour elle, c'est important de dire on va sélectionner des gens uniquement d'Amérique du Sud ou uniquement d'Afrique ou uniquement de l'Europe? Moi, c'est pas ça que je veux au niveau du type d'immigration. Je veux m'assurer qu'on sélectionne la personne qui est la plus motivée à venir au Québec, qui répond aux différents besoins en matière de main-d'œuvre du Québec, en fonction des différentes régions du Québec, en fonction des emplois disponibles. D'où vous venez dans le monde, nous, ça nous importe peu, contrairement à vous, et on est accueillant de ce côté-ci. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, à laquelle appartient la parole. Idéalement, on pose des questions pour obtenir des réponses, Monsieur le Président. Ça va faire maintenant 2 mois qu'on pose des questions. On n'a jamais de réponse et après, c'est le ministre qui nous pose des questions. Au sujet de la provenance des nouveaux arrivants, on n'a pas eu de réponse. Au sujet des dossiers traités dans Arima, on n'a pas de réponse. Au sujet de l'avancement des 18 000 dossiers, on n'a pas de réponse. Je comprends, Monsieur le ministre, je comprends, Monsieur le Président, que nous soyons dans une période de questions, mais à quand une période de réponse? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, je pense que je réponds à la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. La provenance des individus qui émigrent au Québec, ce n'est pas nécessaire parce qu'on est accueillant envers toutes les régions du monde. La députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, ce qu'elle nous invite à faire, c'est une approche qui est sectaire, Monsieur le Président. Elle nous invite à dire on veut savoir d'où les gens y viennent précisément. Pourquoi est-ce qu'elle tient tant à avoir cette information-là, Monsieur le Président? Pour nous, ce qui est prioritaire, c'est pas d'où vous venez, mais c'est ce que vous allez apporter au Québec. Il faut arrimer le profil de compétences des gens avec les besoins du marché du travail. Ce que vous n'avez pas fait au cours des dernières années, au cours des 15 dernières années, c'est pour tout ça que le taux de chômage est plus du double. C'est pour ça que les immigrants sont surqualifiés pour les emplois qu'on a disponibles. Avouez-le. Question principale, Madame la députée de Mercier. Merci, Monsieur le Président.
Ce matin, les gens de l'industrie du taxi se sont réveillés en lendemain de veille, assommés par le projet de loi déposé hier par le ministre des Transports. Pourtant, ils les avaient rencontrés récemment, il leur avait promis un projet de loi équitable, un projet de loi soucieux de leur réalité. Eh bien, c'est raté. Ces pères et mères de famille ont tout sacrifié. Ils se sont saignés à blanc. Ils se sont endettés. Ils ont respecté toutes les lois qu'on leur avait imposées pour aujourd'hui se retrouver sur le carreau, sans avenir et sans retraite. Et la CAQ fait exactement aujourd'hui la même chose que ce que les libéraux avaient fait à l'époque, c'est-à-dire tenter d'acheter le silence des chauffeurs de taxi par un dérisoire 250 millions de dollars. C'est rire d'eux, Monsieur le Président. Lancer des miettes aux chauffeurs exactement comme l'ont fait les libéraux. C'est ça, le changement promis par la CAQ? Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, cette loi a été créée avec un seul but. Plus de concurrence, plus de transparence. Pour qui? Pour l'usager, pour le client. Dans les 40 dernières années, l'industrie du taxi n'a pas été modernisée. Dans les 4 dernières années, il y a eu 4 ministres des Transports de ce côté. Aucun n'a eu le courage de déposer une loi aujourd'hui pour faire quoi? Trouver un équilibre entre le taxi traditionnel et les nouvelles technologies. Abaisser le fardeau fiscal, réglementaire, financier de l'industrie du taxi, c'était la première chose que je voulais faire. C'est la première chose que je disais à eux dans les 4 dernières années. Ça veut dire quoi? Fin du permis 4C. Fin de la plaque T comme on la connaît sur les taxis. C'est 1 000 $ de plus dans les poches. Fin du monopole d'Uber pour la tarification dynamique. On va permettre à toute société qui possède une application de, oui, si elle le souhaite, mettre une tarification dynamique, que ce soit Uber, Eva, Lyft ou même Taxi Coop Québec, comme elle le fait présentement. Dans ces conditions, on remet plus d'argent dans les poches des chauffeurs de taxi. Ces chauffeurs qui n'auront plus à payer pour une location qui paye entre 300 et 600 $ par semaine, pas par mois. C'est 15 à 30 000 $ qu'on leur met dans leur poche immédiatement. Je pense qu'on va être capable de trouver un équilibre pour tous les jours de l'industrie au bénéfice de l'usager. Première complémentaire, Madame la députée de Mercier. Du taxi que le ministre est en train de nous annoncer parce qu'on voit qu'il a choisi son camp. C'est Uber, une compagnie voyou, une compagnie sans foi ni loi, une multinationale championne de toute catégorie de l'évasion fiscale et qui impose ses propres lois partout où elle passe. Ça, c'est ça le nationalisme de la CAQ? Se mettre à plat ventre devant Uber, laisser cette multinationale nous imposer ses propres lois et laisser tomber les travailleurs et les travailleuses du Québec? Ministre des Transports. Président, une compensation d'1 demi-milliard de dollars sur même pas 2 ans, sur 1 an à peine. 250 millions sur le Parti libéral, 250 millions de notre côté. Si la députée veut continuer de défendre l'industrie privée, ça va. Moi, je défends le travailleur. Je défends celui aussi, là, pour les 12 500 là, chauffeurs qui dépensent entre 300 et 600 $ par semaine. Ce chauffeur, demain matin, là, c'est de l'argent directement dans ses poches. C'est un chauffeur dans les journaux ce matin qui n'ose pas donner son nom par peur de représailles. C'est ça la situation. Alors, je pense qu'on va trouver un équilibre pour que tout le monde ait sa place au Québec, encore une fois, au bénéfice de l'usager et du client. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Mercier. Je ne sais pas de quel équilibre vous parlez parce que tout le monde connaît les stratégies d'Uber, sauf le ministre. Je vais lui expliquer parce qu'on connaît tous la chanson. Uber, c'est faire du dumping, casser les prix, bref, tuer le marché. Qui d'autre qu'Uber, aujourd'hui, a les reins aussi solides? C'est naïf de croire que des petites entreprises québécoises, aussi innovantes et ingénieuses soient-elles, pourraient survivre au rouleau compresseur d'Uber. Est-ce que le ministre vit dans un monde de calinours? Monsieur le ministre des Transports. Madame la députée, vous dites quoi, Eva? Vous dites quoi, Eva, cette coopérative 100% québécoise? Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. J'attendrai de la part du ministre à ce qu'ils connaissent la règle selon laquelle on s'adresse à la présidence dans la période de questions. Veuillez poursuivre, Monsieur le ministre des Transports. S'il vous plaît, la parole appartient maintenant au ministre des Transports. Monsieur le ministre. La députée dit quoi à Eva? Cette jeune pousse québécoise, soit dit en passant, j'avais dit à l'ancien ministre des Transports que vous devriez travailler avec Eva, cette jeune pousse, qui veut, oui, compétitionner Uber. Vous leur dites quoi? On le fait pas, on fait rien. À quelque part, ces nouvelles technologies vont s'épanouir au Québec, puis on va trouver une place pour le taxi traditionnel, comme on le connaît aujourd'hui, par une appellation protégée. Donc oui, ils auront leur place, tout comme les nouvelles technologies, au bénéfice de qui? L'usager et le client. Question principale, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, les usagers de la traversée Matane-Côte-Nord vivent trop souvent des moments difficiles depuis l'arrivée du traversier FA Gauthier.
Depuis décembre, c'est devenu une crise importante au plan économique et au plan humain. Je veux que le premier ministre en soit pleinement conscient. Dans l'Est du Québec, c'est notre unique lien. Sur la mauvaise gestion de la STQ qui est reconnue, on a demandé à 2 reprises à son gouvernement de se joindre à nous pour demander unanimement à la vérificatrice générale du Québec d'enquêter. Ils ont dit oui dans l'opposition, mais ils ont changé d'idée au gouvernement. Vous avez acheté un navire de remplacement à Terre-Neuve au total de 3 millions. Il a servi 17 jours, vous n'avez même pas fait d'inspection dessus. Le programme d'indemnisation annoncé est franchement insultant pour notre région. Il ne tient pas compte de tous les impacts. L'État a une responsabilité, soit qu'il garantit la traverse, soit qu'il indemnise. Il ne fait ni un ni l'autre. Je demande au premier ministre, de joindre à nous pour demander à la vérificatrice générale qu'elle aille faire enquête là, qu'il indemnise correctement les gens de l'Est du Québec, qu'il en fasse une priorité au ministère des Transports, puis avant de s'attaquer aux chauffeurs de taxi, qu'il règle la question du bateau dans l'Est du Québec. Monsieur le premier ministre. Je comprends la question du chef de la troisième opposition, du PQ. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Comme vous voulez. Monsieur le Président, je comprends de la question du chef, disons qu'on va arrêter là, qu'il est contre les nouvelles applications comme Uber, Eva, Lyft, peut-être une relance de Théo. Maintenant, je veux revenir à sa question initiale, la STQ. Le chef va sûrement se rappeler, le député Nicolas Bécancour, qui à plusieurs reprises a dénoncé la gestion de la STQ. On a, le ministre des Transports, changé le président de la STQ. Il y a des lacunes graves à la STQ. On est en train de faire le ménage à la STQ. C'est certain, là, j'écoute le chef, il voudrait à tous les jours qu'on donne des mandats au vérificateur général ou à la vérificatrice générale. On va gérer, on va faire des changements. Puis si c'est nécessaire par la suite, bien, on fera intervenir un tiers. Mais effectivement, les lacunes qui sont claires, là, sur lesquelles l'ancien gouvernement n'a pas agi, les lacunes de la STQ, on va les corriger. On va gérer de façon efficace la STQ parce que là-dessus, le chef a raison, c'est inacceptable ce qui s'est passé dans les dernières années à la STQ. Première complémentaire, Madame la députée de Gaspé. Alors, j'aimerais rappeler au gouvernement que votre collègue de Nicolas Bécancour avait déjà fait cette demande au vérificateur général. Alors, pour continuer, pour le tourisme dans notre région, les déboires de la traverse entre la Côte-Nord et la Gaspésie a des impacts concrets. Des séjours annulés, des hôteliers, des restaurateurs et autres acteurs touristiques perdent des milliers de dollars en revenus. C'est inacceptable. Dans notre région, qui compte sur l'industrie du tourisme pour dynamiser son économie, ce lien fluvial est crucial. Le gouvernement caquiste doit agir. Va-t-il enfin Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, je comprends très, très bien la situation sur la Côte-Nord et la Gaspésie. Je suis extrêmement sensible à cette situation. J'ai rencontré les députés de la région. Je suis allé les voir. J'ai dit aux députés de Matane que je ne disais pas non à la vérificatrice générale. Je lui ai dit qu'on allait avoir un verdict organisationnel avec le nouveau PDG, M. Lafaux. On a embauché Raymond Chabot, tout comme on l'a fait pour le MTQ, voilà 3 ans. Donnez-nous le temps de vérifier et de statuer si oui, il y a eu des problématiques sur l'appel d'offres qui a été octroyé à la firme italienne. Donnez-nous le temps. Les indemnisations aussi, il y en a une première de 500 000 $. J'en conviens que pour vous, c'est peut-être passé. On y travaille pour la suite. Deuxième complémentaire. Madame la députée de Duplessis. Merci, Monsieur le Président. Les citoyens, les entreprises de l'Est du Québec sont formels. Les compensations proposées par le ministre pour les usagers de la traverse Matane et la Côte-Nord sont insuffisantes. Savez-vous quoi, Monsieur le Président? C'est un ticket gratuit sur une traverse qui n'est pas en service. Donc, moi, ce que je demande au ministre du Transport, c'est quand va-t-il offrir aux citoyens, aux entreprises affectées par le bris d'Apollo et de tous les navires qui ont traversé le fleuve. Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, on a mis sur la table une campagne de publicité de 115 000 $ pour la Côte-Nord et la Gaspésie. C'est peut-être pas assez, j'en conviens, mais c'est un montant considérable pour amener les gens de Montréal, de Sherbrooke, Québec, à aller vous visiter l'été prochain. Pour moi, c'est extrêmement important. Deuxièmement, la STQ l'a mentionné, Monsieur le Président. Première compensation d'1 demi-million de dollars. C'est peut-être pas encore assez pour vous. J'en conviens que c'est extrêmement difficile, c'est un lien économique important entre la Côte-Nord et la Gaspésie.
La STQ y travaille pour une deuxième compensation. Je peux vous assurer qu'on est extrêmement sensible à cette situation. On va trouver tous les moyens possibles pour assurer une desserte convenable pour le transport lourd, les citoyens. Merci, Monsieur le Président. Question principale, Monsieur le député de La Fontaine. Oui, Monsieur le Président, le projet de loi 1 vise à faire nommer les directeurs de l'UPAC, de la SQ et du DPCP aux 2/3 des députés de notre Assemblée nationale. Lors du dépôt du projet de loi 1, la ministre de la Sécurité publique disait vouloir renforcer la confiance du public envers nos institutions et rendre le mode de nomination plus neutre. Elle dénonçait alors les nominations faites à ces postes par le Conseil des ministres parce qu'elles relevaient de la décision d'un seul groupe. Hier, lors de l'étude article par article, nous avons déposé un amendement visant à assurer qu'au minimum, 2 partis reconnus à l'Assemblée nationale appuient une éventuelle nomination aux 2/3. La ministre a rejeté du revers de la main notre proposition. L'esprit, Monsieur le Président, du 2/3, c'est faire en sorte qu'on va au-delà de la règle de la majorité et qu'en plus du parti qui représente le gouvernement, il y ait au moins minimalement un autre parti qui adhère. En ce sens-là, comment aujourd'hui peut-elle justifier son rejet des autres partis présents à l'Assemblée? Madame la ministre de la Sécurité publique. Merci, Monsieur le Président. Je vais vous dire, ça fait 2 fois que le Parti libéral se lève ici sur les nominations 2/3 et notre projet de loi 1, et c'est toujours aussi ironique et désopilant de les voir se lever sur cette question-là, parce que, Monsieur le Président, vous vous en souviendrez, le Parti libéral est foncièrement contre les nominations aux 2/3. Nous avons déposé, nous, ce premier projet de loi de notre gouvernement le 29 novembre dernier, à peine 1 mois et demi après notre arrivée au gouvernement, pour démontrer toute la bonne foi et tout le sérieux que nous mettons dans cette réforme du mode de nomination de 3 postes très importants dans l'administration publique pour nos institutions policières et judiciaires. Et jusqu'à maintenant, je dois vous dire que la collaboration de l'opposition officielle suscite des questionnements, que ce soit dans l'étape de l'adoption de principes ou même à l'étape, comme on a commencé hier, de l'étude détaillée du projet de loi, où je ne sens pas de la part de l'opposition de volonté particulière. Monsieur le leader de l'opposition officielle. Je veux bien, là, mais ça fait 3 fois, là. Vous connaissez notre règlement. On ne peut pas susciter de débat. La ministre n'est pas contente de siéger à l'Assemblée nationale. Il faut prendre son mal en patience. Pas contente qu'on participe, Monsieur le Président, à différentes consultations. Il faut prendre son mal en patience. Si on a volé dans nos passés, ça va finir par l'aider. Vous le connaissez, le règlement? Ça fait 3 fois. Elle suscite un débat. Je vous demande de la rappeler à l'ordre. Monsieur le leader du gouvernement. Et, Monsieur le Président, la ministre de la Sécurité publique répond à la question. Elle veut faire cheminer un projet de loi qui est fondamental pour la société québécoise, avec un mode de nomination que le Parti libéral a toujours refusé pour assurer une indépendance pleine et entière au DPCP, au directeur de la SQ, ainsi que au directeur de l'UPAC, chose à laquelle le Parti libéral s'est toujours opposé. La question qui se pose ici, Monsieur le Président, c'est pourquoi ce parti-là s'est toujours opposé à avoir plus d'indépendance au niveau des institutions policières, au niveau de la justice. S'il vous plaît, je demande maintenant à la ministre de la Sécurité publique de compléter sa question. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, toujours est-il que nous tenons à ce projet de loi, nous tenons à modifier les modes de nomination et de destitution des 3 postes importants, l'UPAC, le DG de la Sûreté et le DPCP. Je vais réinviter très agréablement l'opposition officielle à collaborer pour que nous puissions procéder à ces nominations. Monsieur le nominations. député de La Fontaine, pour votre complémentaire. Monsieur le Président, la ministre a dit qu'elle trouve ça désopilant. Je ne sais pas si elle trouvait ça désopilant hier dans l'article par article, quand les 3 partis d'opposition, avec le député indépendant, lui ont dit que faut qu'elle fasse preuve d'ouverture puis de collaboration. La ministre a utilisé l'exemple, imaginez-vous donc, d'un gouvernement caquiste, Dieu nous en préserve, qui aurait 100 députés, Monsieur le Président. Dans ce contexte, selon elle, son parti tout seul serait tout à fait légitimé pour imposer une nomination aux 2/3. C'est ça, sa compréhension, Monsieur le Président? Madame la ministre de la Sécurité publique. S'il vous plaît, la parole appartient à la ministre de la Sécurité publique pour la réponse. Monsieur le Président, ce qui est désopilant, c'est l'ironie de voir le Parti libéral s'insurger contre un projet de loi qui, à leur sens, va pas assez loin, alors qu'ils sont à la base contre ce projet de loi dans sa nature même. Et je vais rappeler un extrait des remarques préliminaires de la collègue députée de Notre-Dame-de-Grâce hier, qui a dit bien candidement, nous, on a toujours été contre de réformer ces nominations-là parce qu'à notre sens, il n'y en a pas de problème, il n'y en a pas de problème de perception, il n'y en a pas de problème de confiance du public, fait qu'on ne devrait rien changer. Elle a dit ça en toute candeur, Monsieur le Président. Et ensuite de ça, son collègue de La Fontaine est allé de propos beaucoup plus ardents,
est beaucoup plus vigoureux à l'effet qu'on va pas assez loin puis que ça n'a pas de bon sens ce que fait la CAQ, alors que la CAQ franchit un pas important dans l'avancée de notre démocratie, Monsieur Deuxième le Président. complémentaire. Monsieur le député de La Fontaine, encore une fois, s'il vous plaît. Monsieur le Président, la démocratie parlementaire, c'est chercher le consensus. C'est tenir compte des opinions des autres. La ministre, par son refus, tient un double discours. Lors du dépôt du projet de loi, elle a dit vouloir sortir le processus d'entre les mains d'un seul groupe, le Conseil des ministres, mais hier, elle a défendu le droit d'un seul parti d'imposer ses nominations aux 2 tiers. Elle a défendu le droit d'un seul parti de dominer les autres. Est-ce que c'est ça, la démocratie parlementaire caquiste? Madame la ministre de la Sécurité publique, votre attention. Monsieur le Président, la démocratie parlementaire, c'est d'être cohérent et d'être franc dans ses intentions. Le Parti libéral est contre les nominations 2 tiers et cherche à utiliser tous les outils parlementaires à leur disposition pour essayer de détourner le sujet du fondement même de ce projet de loi-là, de réformer... Monsieur le leader de l'opposition officielle. Président, vous connaissez le règlement, l'article 35. La ministre nous porte des intentions. C'est les gens, monsieur... Non, je m'excuse. Non. 2 secondes. Je vous demande, encore une fois, d'être attentif aux échanges et aux propos. Pour l'instant, le leader de l'opposition officielle tient un propos, suivra un autre. On complète celui-ci d'abord. Monsieur le Président, le projet de loi est dans ses débuts. L'étude article par article débute. Il y a des amendements qui sont proposés. L'ouverture a déjà été donnée de la part de l'opposition officielle, venant du parti qui ne votait jamais lorsqu'il y avait des votes aux 2 tiers à l'Assemblée nationale. C'est un peu gênant. Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, simplement dire que la ministre de la Sécurité publique constate des faits en commission parlementaire et elle les porte à l'attention de la Chambre ici. Alors que le leader de l'opposition officielle dise que on souhaite une amélioration du mode de nomination de certains dirigeants extrêmement importants dans notre société pour assurer justement notre démocratie et que le Parti libéral soit contre ça. Honnêtement, il y a une problématique de cohérence du côté du Parti libéral. Là, on a complété, Monsieur le leader du gouvernement, mais on ira, on est en train de... Je comprends que l'échange, il y a une question à finir, une réponse à finir et une poursuite de la période de questions. Complétez votre argument. Monsieur le Président, la ministre de la Sécurité publique répond à la question, constate des faits. Je pense que pour la bonne marche, on peut continuer. Monsieur le leader du gouvernement, de l'opposition officielle. C'est de votre responsabilité. Quand je soulève l'imputation de motif, vous allez dire c'est le cas, c'est pas le cas. Faites-le, ça va cesser. Ne le faites pas, on va se retrouver. Je vous demande d'être attentif et d'être prudent dans vos propos et je demande à la ministre, à ce moment-ci, de compléter sa réponse. Monsieur le Président, le Parti libéral se prétend ouvert alors que le seul geste qui a été posé de leur part à date, c'est de voter contre le principe du projet de loi. Et je vais rappeler des gens d'une chaire de recherche qui sont venus dire que c'est rarissime de la part d'un gouvernement de se dépourvoir d'une partie de son pouvoir au profit du législatif. Et c'est exactement ce que nous on fait. Monsieur le Président, la population du Québec est avide de ce genre de gestes de nature à leur redonner confiance dans nos institutions. Et c'est exactement ce que nous avons fait un mois et demi après notre Question principale. Monsieur le député de Laurier-Dorion. Merci, Monsieur le Président. Disons les choses comme elles sont. Les taxis au Québec, c'est principalement un job d'immigrants. Pourquoi? On ne reconnaît pas leur diplôme, on ne fait rien contre la discrimination en emploi. C'est souvent la seule job qui reste pour mettre du pain sur la table. Le Premier ministre martèle depuis la campagne électorale que les immigrants, il faut en prendre moins pour en prendre soin. Plonger ces familles dans la précarité, c'est vraiment ça, Monsieur le Président, prend soin des gens? Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, encore une fois, je le répète, cette loi est importante. Elle a été créée avec une seule pensée, plus de transparence, plus de concurrence pour le client, pour l'usager. Les 2 gouvernements, en l'espace de 12 mois, vont compenser l'industrie à hauteur d'1 demi-milliard de dollars. $1 demi-milliard de dollars pour préparer une modernisation, une transition pour peut-être de nouvelles applications qui existent déjà à Québec ou qui pourraient exister encore plus à Montréal dans une façon où on pourrait consolider certaines sociétés. Encore une fois, on allège le fardeau, pas juste administratif, réglementaire, financier de l'industrie et surtout aussi de chauffeurs de taxi. Je le mentionnais à ma question tantôt, là. Ceux qui louent un permis à 300, 500, 600 $ par semaine, le lendemain de l'adoption de cette loi, c'est 15 000 $ à 30 000 $ dans leur poche immédiatement.
La Commission des transports qui charge 109 $ pour un permis annuel, c'est terminé, ça aussi. La plaque T qui coûte 1 000 $ par année, Monsieur le Président, c'est terminé. La classe C, c'est terminé. Le monopole de la tarification dynamique d'Uber, on nous le demandait du côté de l'industrie du taxi traditionnel, c'est terminé. Première complémentaire, Monsieur le député de Laurier-Dorion. Monsieur le Président, Monsieur le ministre oublie l'objet principal, les prix du permis du taxi. Depuis qu'Uber est arrivé au Québec en 2014, c'est 1,3 milliard qu'il manque dans les poches des chauffeurs. 250 millions, c'est trop peu, trop tard. Ces gens-là ont mis leur tête sur les billets. Ils ont pris une hypothèque qu'ils ne pourront plus rembourser. Est-ce que le gouvernement s'engage à rembourser l'ensemble du coût des permis? Monsieur le ministre des Transports. Président, un demi-milliard, c'est une somme importante. Je le mentionnais aussi en termes d'allègement réglementaire. Imaginez, là, il y avait des territoires d'agglomération pour le taxi traditionnel, Monsieur le Président. Je prenais le taxi au Parlement, on m'amenait à l'aéroport. Monsieur le député était là, il ne pouvait pas revenir avec le taxi parce qu'on avait des territoires protégés en 2019. On veut réduire l'auto-solo. On veut permettre à plus de taxis de faire plus de courses, donc plus d'argent dans leur poche. On est persuadé qu'avec les engagements, les allègements qu'on met de l'avant avec cette loi, on va remettre plus d'argent dans les poches des chauffeurs de taxi et de toute l'industrie, encore une fois, au bénéfice de qui? De l'usager et du client, Monsieur le député. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Laurier-Dorion. Ce ne sont pas les chauffeurs qui ont écrit les règles de l'industrie. C'est le gouvernement. Aujourd'hui, le gouvernement change les règles du jeu et les renvoie la facture. Moi, ça me rappelle un certain projet en immigration avec 18 000 dossiers jetés à la poubelle. Quand la CAQ écrit un projet de loi, est-ce qu'elle s'arrête 2 minutes pour penser aux conséquences sur les gens? Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, le député de Laurier-Dorion a dit tout à l'heure qu'on condamnait souvent des nouveaux arrivants à être chauffeurs de taxi. La première chose que je souhaite dire, c'est que dans la vie, il n'y a pas de sous-métier au Québec. La difficulté que nous avons, c'est le fait que les personnes immigrantes, leurs compétences ne soient pas reconnues, puis qui n'ont pas été sélectionnées en fonction de leur profil de compétences pour exercer un métier à la hauteur de leurs compétences au Québec. Et avec le projet de loi 9, c'est ce que nous changeons. Pour ce qui est des compensations qui sont mises par mon collègue des Transports, ce sont des compensations qui visent à s'assurer que les personnes qui ont œuvré dans l'industrie du taxi soient compensées. Mais il y a une chose qui est sûre, Monsieur le Président, avec le projet de loi 9, et le député de Laurion le sait très bien, on va améliorer la situation des personnes immigrantes et c'est ce qu'on va faire. Question principale, Monsieur le député de Chemédé. Merci, Monsieur le Président. La loi sur l'administration fiscale prévoit que le ministre peut renoncer ou annuler, en tout ou en partie, un intérêt, une pénalité ou des frais prévus par une loi fiscale. Le ministre doit aussi déposer à l'Assemblée un sommaire statistique des renonciations et des annulations qui ont été faites au cours d'un exercice financier. Le rapport annuel de gestion de Revenu Québec est plus spécifique que la loi. Il explique qu'il y a 2 types de situations, les cas exceptionnels et indépendants de la volonté d'une personne ou dans des situations où les actions sont attribuables à Revenu Québec. Pour 2017-2018, c'est 5 069 renonciations et annulations qui ont été validées pour une valeur de plus de 20 millions de dollars. Est-ce que le ministre pourrait nous dire si les montants divulgués par Revenu Québec incluent les ententes de confidentialité que les dirigeants de l'agence ont fait au nom du ministre avec des individus ou des sociétés ayant été accusés d'actes criminels? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, je remercie le député de Chaumédé pour sa question. Vous comprendrez que le ministre des Finances est présentement en huis clos. Alors, ce que je propose de faire pour le député de Chaumédé, c'est de prendre avis de la question et le ministre des Finances pourra lui répondre à sa question éventuellement. Parfait. Première complémentaire, Monsieur le député de Chemédé. Juste pour tous, c'est le slogan de Revenu Québec. Vous comprendrez, Monsieur le Président, que plusieurs citoyens ne considèrent pas la situation juste. Ceux qui ne respectent pas les lois trouvent le moyen de négocier à la baisse leurs dettes, mais ceux qui sont irréprochables doivent payer rubis sur l'ongle. Est-ce que le ministre pourrait nous dire combien d'argent le gouvernement perdra dans l'exercice financier actuel au profit de citoyens malhonnêtes? Monsieur le ministre de l'Immigration. Président, on prend avis de la question. On va revenir au député de Chemédé. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Chemédé. Les pratiques de Revenu Québec inquiètent même 16 employés. Plusieurs s'objectent et dénoncent à Revenu Québec depuis des années que le crime organisé profite des pratiques de négociation de l'agence. Mais leur opinion n'est pas prise en considération. Est-ce que le ministre pourrait nous dire quand il compte cesser d'utiliser inadéquatement l'article 94.1 de la loi sur l'administration fiscale pour négocier avec des criminels?
Monsieur le ministre de l'Immigration. Nous prenons avis de la question. Nous reviendrons au député de Chemelli. Question principale. Monsieur le député de Lapinière. Monsieur le Président, j'ai fait un premier survol intéressant des crédits qui ont été déposés ce matin et il y a beaucoup de surprises. Alors, Monsieur le Président, hier, j'ai posé une question bien simple, puis moi, je crois que la population peut très bien comprendre un budget si on lui donne les vraies informations qui commencent par les coûts de système. C'est ça la réalité, Monsieur le Président. Aujourd'hui, dans les crédits en santé, on annonce une augmentation de 5,8 %. C'est spectaculaire, mais on devra en soustraire l'addition d'un nouveau ministère. Il y a un transfert de ministère. Il y a un nouveau programme, donc là, il n'y a pas d'augmentation. Mais on va aller un petit peu dans le détail, Monsieur le Président. Quand on regarde le programme de santé physique, ces hôpitaux, le monde qui se fait soigner, l'augmentation est de 1,8 %. C'est même pas les salaires. En santé mentale, Monsieur le Président, c'est 2,8 %. C'est juste les salaires. En dépendance, Monsieur le Président, l'augmentation est de 0,9 %. Le service de la dette, Monsieur le Président... Monsieur le Président du Conseil du Trésor. On va la prendre, celle-là. Monsieur le Président, je ne sais pas si je devrais répondre, mais je vais regarder le leader de l'opposition. Il y avait une entente que les livres de crédit étaient déposés pendant le huis clos par respect pour l'Assemblée nationale, parce que ont été déposés un jeudi au lieu d'un mardi. Ce qu'il est en train de faire en ce moment, je ne sais pas comment je vais le décrire parce que je veux juste bien peser mes mots. À mon sens, c'est inacceptable, c'est de la petite politique. Et pour ça, j'ai tellement... Monsieur le leader de l'opposition officielle. Rapidement, Monsieur le Président, je vais invoquer le règlement. D'abord, vous pouvez dire à la ministre de la Culture que je n'ai rien créé parce qu'il n'y a pas eu cette entente. Alors, si elle veut vous parler, qu'elle s'adresse à vous d'abord. Deuxièmement, ce que je sache, le collègue n'était pas dans un huis clos aujourd'hui. Il était aujourd'hui. J'ai les cahiers à côté de moi, Monsieur le Président. On me les a fournis moi aussi. J'aurais pu les lire. Et je tiens à vous rappeler, Monsieur le Président, vous ferez un petit historique dans le passé, comment ça se passe. Plusieurs fois, des ministres ouvrent le cahier et s'intéressent à des ministres... Pardon, des critiques ouvrent les cahiers, s'intéressent à ce qui se trouve dedans et posent des questions au jour du budget. Sincèrement, s'il ne veut pas répondre, qu'il ne réponde pas. Ça, c'est sa prérogative, mais il a le droit de poser sa question. Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, le leader de l'opposition officielle a assez d'expérience ici pour savoir que la pratique parlementaire veut qu'on dépose les crédits budgétaires la même journée que le budget au bénéfice de l'ensemble de la députation de l'Assemblée nationale, mais que les collègues ne posent pas de questions suite au huis clos, parce que c'est la journée où la lecture du budget et il y a un huis clos sur la lecture du budget en lien avec les crédits budgétaires. Donc, la pratique... S'il vous plaît. Monsieur le Président, je vais terminer. S'il vous plaît, je vous demande votre attention pour compléter cet échange. Par la suite, on complétera et on continuera avec la première complémentaire du député de Lapinière. La présidente, je vous le dis, n'entrera pas dans ce débat. Président, j'ai entendu le député de Darcy-McGee crier après moi, me dire qu'on a déjà les crédits. Monsieur le député de Darcy-McGee, je vais compléter ma réponse, si vous permettez. La pratique parlementaire veut qu'on vous les dépose à l'avance. Cela étant dit, j'entends bien l'opposition officielle. L'année prochaine, on ne vous les déposera pas à l'avance, puis on ne vous accommodera pas. C'est de même que vous voulez fonctionner dans notre Parlement? Non, écoutez, on a encore une réponse à être complétée par le ministre. Wow! Je vous dis, s'il vous plaît, de garder votre calme. Non. Écoutez, je vous entends, c'est tout le monde. Alors, on poursuit pour une dernière réplique. Ensuite, le ministre sera appelé à compléter sa réponse. Mais on est tous attentifs à ce moment-ci. Monsieur le Président, les crédits qui ont été déposés cette année, ce que j'entends du temps de ce gouvernement pour la dernière fois, ça me trouve très particulier, sont disponibles actuellement sur le site de l'Assemblée nationale du Québec. Alors, il pourrait recevoir dans son courriel une question du citoyen, puis il me dit qu'un critique responsable du Conseil du Trésor ne peut pas poser de question. Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président,
le gouvernement n'est pas obligé de déposer la même journée les crédits. On le fait dans un souci de bonne collaboration. J'entends bien le leader de l'opposition officielle nous dire « Bien, écoutez, on va vouloir le faire et on ne respectera pas la tradition parlementaire, on ne respectera pas le huis clos du budget et associé au crédit budgétaire aussi. » Alors, si tel est le désir de l'opposition officielle, qu'on dépose nos crédits dans le futur après, nous gouvernons en compétence. En conséquence, moi, je suis dans un souci de collaboration pour faire en sorte de m'assurer que les députés d'opposition, au moment de la lecture du budget, il y a une vision paramétrique. Ils puissent voir le budget. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Hey! Non, je m'excuse. Se calme.